les gens ils commencent. Alors, vous pouvez déjà découvrir notre orateur, qui est le professeur Pierre Dinambourg, que j'ai grand plaisir à présenter ici. On peut dire que Pierre Dinambourg a eu une carrière assez atypique, puisqu'il est instituteur au départ, puis licencié en sciences de l'éducation. Il a suivi un parcours, en fait, qu'il a mené de l'université de Mons à l'université de Lancaster, ensuite à l'université de Genève, et enfin, vous le trouvez, en fait, à l'école polytechnique de Lausanne, en fait, où il est professeur, et où il dirige, en fait, un laboratoire de recherche sur les technologies de formation. Alors, je pense que ce dont il va vous parler, en fait, va grandement vous intéresser, même si l'intitulé de son exposé, en fait, est un peu provocateur. La fin du e-learning, en fait, on est tous là, en fait, en train d'assister, en fait, à ce qu'on croit être le démarrage, en fait, l'émergence du e-learning. Et en fait, nous avons un orateur qui va nous montrer, en fait, qu'il existe des alternatives, en fait, au e-learning, des espèces de petites machines à apprendre, en fait, qui vont aller bien au-delà de ce qu'on envisage actuellement en matière d'enseignement à distance. Alors, je vais passer la parole à Pierre Dinambourg en croisant les doigts pour que les choses se passent bien jusqu'à la fin. Pierre, tu m'entends ? Oui, je vous entends. C'est pour toi. Merci. Est-ce que vous voyez à la fois mon PowerPoint et... Non, pour l'instant, Vous voyez... je vais passer la porte ouverte. Non. Voilà, Christian, j'ai l'infime regret de t'annoncer effectivement que tu vas perdre ton poste. Le e-learning, c'est quelque chose qui est fini. Je pense qu'il faut tourner la page. Tu peux certainement trouver un travail, Christian, dans la construction, l'interprétation, quelque chose comme ça. Alors j'avoue que le titre est un peu provocateur, un peu démagogue. C'est pas l'utilisation de l'informatique dans la formation qui est finie. C'est une certaine conception du e-learning qui est un peu morte, je dois le dire. C'est une vision. Il y avait quand même pendant pas mal d'années une vision un peu industrielle. Le e-learning, c'était une solution qu'on allait pouvoir un peu automatiser. On aurait un cours et ce cours, puisqu'il est donné à 50 étudiants à Bruxelles, pourquoi pas le donner à 500 à Bruxelles, Charleroi, Liège, Namur et Stockholm. Il y avait cette vision un peu d'un scaling up facile de contenu. On allait stocker les contenus, on allait structurer les contenus dans des bases de données, faire des répertoires de matériel pédagogique. C'est cette vision un peu industrielle qui est morte, à mon avis. En tout cas, si elle n'est pas morte, elle est mortellement ennuyeuse. Cette salle, je ne sais pas qui dans la salle, de toute façon je ne vous vois pas, mais la salle informatique que vous avez en face de vous, je ne sais pas combien d'entre vous ont eu le bonheur d'enseigner dans ce genre de salle. Elle représente cette vision d'une informatique dont on aimerait tourner la page. Pour aller vers une vision plus vivante, voilà, pour moi par exemple, une des salles de classe dans lesquelles on travaille pour le moment, ça c'est pas à l'université, c'est dans une école, dans lequel qui est totalement advanced d'un point de vue technologique, mais dans lequel il y a de la vie, il y a du bordel. En Suisse, on dit bordel, on dit schnie. Vous voyez, les étudiants sont en train de bosser, ils discutent ensemble, il y a le prof qui est là. C'est pas un monde froid et propre comme dans le e-learning. C'est cette vie qu'on aime, cette effervescence qu'on veut avoir dans les classes. L'e-learning, ça donne une image un peu proprette, qui plaît bien peut-être aux Suisses, mais ça marche pas. Il nous faut des choses plus vivantes. Est-ce que vous m'entendez encore ? Est-ce que quelqu'un peut me dire si on m'entend encore ? Allô ? Voilà. Vous m'avez perdu depuis longtemps ? Ok. Alors, ce que je veux dire par la fin du e-learning, c'est en fait, c'est pas vraiment qu'on n'utilisera plus de technologie, mais simplement les technologies doivent se fondre. Pour finir, comment est-ce qu'on peut dire qu'on fait du Internet-based teaching ? Quand on enseigne aujourd'hui, on utilise tous les moyens qu'on a à notre disposition, le tableau noir, des livres, si on enseigne la géologie, on a des échantillons de roches, et bien sûr, on utilise Internet. Comment on pourrait enseigner sans utiliser Internet ? On ne peut plus prendre l'avion sans Internet, on ne peut pas réserver un billet de concert sans Internet.
voilà, c'est quelque chose qui doit être juste un outil parmi d'autres dans la classe. On ne fait plus du e-learning, on enseigne. On ne fait pas du chalk-based teaching parce qu'on utilise la craie quand on enseigne. On utilise la craie, Internet et tout ce qu'on veut. On ne fait pas du prose-based teaching parce qu'on parle en prose. Donc, la première idée, c'est que le e-learning fait partie du paysage de la classe en tant que pratique. Ce n'est pas une activité séparée. Et l'ordinateur lui-même disparaît physiquement. Pour le moment, on a toujours ces horribles boîtes carrées devant nos bureaux, mais ça aussi, ça disparaît. Je vais expliquer pourquoi. Et le dernier point, c'est que dans ma propre université, dans laquelle, pourtant, le e-learning, c'est mon domaine de recherche depuis 25 ans, quand j'étais avec Christian de Pauvert à l'université de Mons, malgré que ce soit ma passion, j'ai pas écrit dans la stratégie de l'école polytechnique fédérale de Lausanne, j'ai pas fait mettre, comme certains, le e-learning est une priorité. Non, j'ai mis le e-learning, on s'en fout. Ce qui compte, la seule priorité, c'est la qualité de nos étudiants. On doit former les meilleurs étudiants, point stop, et on va utiliser toutes les méthodes possibles pour les former. Le e-learning n'est pas une stratégie, c'est qu'un outil parmi les autres. Alors, concrètement, plutôt que de parler trop dans la théorie, je vais vous présenter quelques exemples de convergence. C'était le thème de jour. Comment on va fondre le e-learning dans des autres activités? Et voici une activité que j'ai utilisée souvent dans mes cours. Vous allez voir que ces scénarios mélangent trois types d'activités. Vous avez des activités individuelles, des activités en petits groupes, 2, 3, 4, et puis des activités avec toute la classe. 20 étudiants, 30 étudiants, 50 si vous êtes à l'université. Et un scénario, c'est une séquence, c'est un flux de données qui passe entre ces activités. Je vais vous donner deux exemples de scénarios comme ça, que j'ai pas mal utilisé moi-même. Alors le premier scénario s'appelle Argugraph. On sait dans l'apprentissage en groupe que l'apprentissage est efficace s'il y a des conflits. Si les gens ne sont pas d'accord, ils doivent se justifier, expliquer, argumenter, et de cette manière, ils éllicitent leurs connaissances et ils apprennent. Alors voici un exemple de graphe que j'ai utilisé avec des collègues, pas dans un de mes cours, celui-ci, mais j'ai utilisé la même méthode dans différents cours. On commence par poser une question individuelle. Donc chaque étudiant reçoit un questionnaire. Voici la question numéro 1. Par exemple, dans un cours de pédagogie, on demande à l'étudiant, est-ce que si on fait des groupes d'apprenants, est-ce que c'est mieux d'avoir des étudiants qui sont du même niveau ou pas du même niveau et pourquoi? Je pose une dizaine de questions comme ça, online aux étudiants, et ils y répondent. Le système note leurs réponses, et pour chaque réponse, ils doivent se justifier. Ensuite, on passe à la classe. On remet toute la classe autour de l'ordinateur ou du beamer, et on dit voilà, voici, on peut afficher à l'écran vos réponses. Donc, en fonction des réponses qu'ils ont données individuellement au questionnaire, le système va positionner les étudiants sur un graphe. Là, vous voyez Robert en haut à droite et Sonia au milieu. Cette position est calculée à partir des réponses qu'ils ont données. Donc, pour chaque réponse, l'enseignant a prévu un score XY, on somme ces scores XY et on obtient leur position. Si vous voulez, c'est une carte des opinions. Là, quand on dit que le e-learning est froid, je peux vous dire que là, il y a de la vie. Quand on montre à une classe d'étudiants une carte où ils voient leur propre nom, tout de suite, ça réagit. Il disait, regarde, Christian, là, t'es tout haut en bas à droite. Je savais bien que t'étais un gars d'extrême droite. Toi et toi, Sonia, t'as vu où t'es? Donc, ça réagit fort dans la classe. On n'a pas cette classe d'étudiants amorphes qu'on a d'habitude parce que ça chatouille les gens de voir leur nom à l'écran. Alors, c'est quoi le but de ce graphe? C'est pas juste de chatouiller les gens, c'est de trouver des gens qui n'ont pas les mêmes opinions. Donc, vous voyez ici, l'algorithme a dit que Sonia et Robert, ayant des opinions assez opposées, ils vont devoir, à la phase suivante du scénario, se mettre ensemble et répondre au même questionnaire ensemble. Et là, je peux vous dire que dans la classe, là, il y a du bruit, parce qu'on a ces gens qui argumentent, qui ne sont pas d'accord, et ils ne peuvent pas trouver un compromis, ils doivent trouver une réponse commune. Il n'y a pas un peu de ceci ou un peu de cela, donc la discussion est assez animée. Ensuite, on revient au niveau de la classe, le prof revient et analyse toutes les réponses avec eux. Vous voyez ici, on a deux graphes produits. Ce graphe, c'est pour la question numéro, je sais pas moi, question 5. Qui a répondu quoi quand il travaillait seul? Qui a répondu quoi quand il travaillait ensemble? Et quels sont les arguments qui ont été fournis? Donc là, le rôle de l'enseignant est assez difficile. Il doit improviser son cours en disant alors, qu'est-ce que vous avez répondu? Ah, voilà, très bon argument. En fait,
Vygotsky appelait ça gna 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 gna. Et vous avez dit quoi? Ah, vous n'êtes pas d'accord, et pourquoi? Ah, ceci a été amené par Piaget, c'est la notion de blablabla, etc. Donc, les étudiants, en argumentant, ont produit un certain nombre d'informations très intéressantes pour le cours, celles que le prof aurait mis dans son PowerPoint s'il avait fait un cours ex cathedra. Simplement, là, elles viennent un peu pêle-mêle. Donc, le rôle du prof, c'est mettre un peu d'ordre, dire voilà, ça c'est lié à telle théorie, ça s'appelle métacognition, ça s'appelle intériorisation, donner des noms aux concepts et les structures. Et ensuite, il y avait une activité individuelle, les étudiants devaient rédiger un rapport, un résumé d'un des points. Voilà l'idée d'un mélange. Je disais, ça se fond. Ceci, il y a des activités avec ordinateur, d'autres sans ordinateur. Alors, récemment d'ailleurs, je l'ai fait entièrement sans ordinateur. J'étais au Vietnam, j'étais à d'autres endroits dans lesquels j'ai dit, mais en fait, on peut faire tout ça, c'est un peu difficile à gérer, on peut le faire sans ordinateur. Je vous donne une feuille de papier, et puis je vous donne les valeurs x, y. Vous allez vous calculer vous-même votre position x, y. On va faire un graphe ensemble, et puis vous allez reprendre la feuille de papier, vous mettre par deux. Donc, on peut même le faire sans ordinateur. L'avantage ici, dans l'ordinateur, c'est qu'il gère le flow des activités. Mais ce n'est pas du e-learning. On est dans la classe, on utilise du papier, des livres, on utilise tout ce qu'on veut, et l'ordinateur trouve sa place pour gérer ce flux d'informations. Donc, l'idée clé ici, c'est l'idée d'intégrer. Ce n'est pas juste du blended learning où ils viennent un jour à l'université, un jour chez eux, non. C'est à l'université même, on essaye d'intégrer les technologies dans l'enseignement, dans des scénarios. Il faut savoir que la stratégie de notre école n'est pas l'enseignement à distance. Je pense que c'était déjà assez clair pour vous. Notre stratégie, c'est d'amener les meilleurs étudiants du monde sur notre campus. Voilà. On va les recruter partout. Hier, on avait l'admission à notre école doctorale. On avait 800 candidats. 50 ont choisi, on leur paye un billet d'avion pour qu'ils viennent passer une journée. Ils viennent du monde entier, qu'ils viennent passer une journée ou deux à l'EPFL, on leur fait manger, on les fait faire un tour en bas. On veut attirer les gens chez nous, on veut faire la vie sur le campus. On ne veut pas faire l'enseignement à distance. Donc, dans cette philosophie, l'intégration est fondamentale. Ça n'empêche pas que dans d'autres contextes, l'enseignement à distance a tout à fait du sens. Pour d'autres institutions, ça a du sens. D'ailleurs, on est en train de créer un autre campus aux Émirats arabes, et là, je pense qu'on fera plus d'enseignement à distance. Mais notre philosophie, c'est plutôt mettre de la vie sur le campus. On construit un learning center, on construit un hôtel, des logements d'étudiants, une piscine. On veut faire vibrer notre campus et pas le rendre plus propre qu'il n'est. Voilà un deuxième exemple de scénario. Ici, c'est plutôt pour un apprentissage conceptuel. Alors, voici comment ça se passe. Je dis à mes étudiants, formez des groupes de 3. Voilà, c'est assez simple. Chacun d'entre vous, dans un groupe de 3, doit choisir un rôle. Voilà, ça c'est un cours que je donne sur les technologies de collaboration, mais l'un d'entre vous sera M. Crowston, l'autre M. Martenson, etc. Une fois que vous avez choisi votre rôle, vous devez lire des articles. Alors ça c'est pas marrant, ils détestent ça, mais bon, ils sont obligés. Donc pour devenir M. Crowston, il faut lire des articles de M. Crowston. Ensuite, chacun d'entre eux doit définir des concepts. Voici un certain nombre de concepts qu'ils ont définis, et les définitions se trouvent plus ou moins dans les articles qu'ils ont dû lire. Donc ils vont online et tapent la définition des concepts. Souvent ils font copier-coller, c'est assez triste, mais les étudiants à l'EPFL sont les mêmes que chez vous. Ils minimisent, ils sont smart, donc ils minimisent leur investissement. Dans la mesure du possible, ils feront du copier-coller. Ensuite, la phase la plus intéressante est la suivante. On leur demande de construire une grille de concepts. Alors, vous voyez ici, sur cette grille, ils ont placé les concepts qu'ils ont dû définir à la phase précédente, mais ils doivent être capables d'expliquer, si je clique ici, je dois introduire un petit texte qui explique la différence entre ces deux concepts. Alors, à quoi ça sert? Le principe est le suivant, c'est que l'apprentissage en groupe marche bien si les gens doivent s'expliquer les uns les autres. Alors ici, il y a John qui a lu le concept de social presence, il y a Suzanne qui a lu le concept de DXX. S'ils veulent expliquer la différence entre social presence et DXX, il faut que Suzanne explique ce concept à John et que John explique ce concept à Suzanne. Et alors, ils peuvent taper cette phrase qui explique la différence qu'ils ne trouveront pas dans leur article. Donc, dans ce scénario, on essaye de l'agencer un peu, c'est du design, c'est du instructional design. On essaye de le concevoir de telle sorte que, dans le scénario précédent, il y ait du conflit. Dans le scénario ici, aucun d'entre eux ne peut construire la grille tout seul. Ils ont besoin des explications de leurs potes
pour construire leur grille, et c'est la partie la plus riche. Et encore une fois, il y a une phase de débriefing dans laquelle, en tant qu'enseignant, je dis alors voilà, le mardi à 16h, vous allez avoir tout mis online, le mercredi à 8h, j'enseigne, et ils voient leur propre définition sur le beamer. Je dis alors la définition de qui? Alors, explique ta définition, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Et celle-là, c'est la définition de qui? Ah, il n'est pas là, ça fait déjà 2 semaines qu'il n'est pas là, etc., etc. Donc on utilise tout ce travail qui a été fait online pour la vie dans la classe. Donc là, je leur montre les grilles, je discute leur définition, etc. Donc on a toujours cette notion on a un scénario qui va intégrer des activités individuelles en petits groupes en classe. Et donc j'insiste bien sur le fait que certaines sont informatisées et d'autres pas. C'est pas du e-learning, c'est la vie dans la classe. Dans les activités, il y a lire, il y a résumer, il y a écrire, il y a discuter, il y a aller collecter des données sur le terrain, aller mesurer des choses dans la rivière, récolter des échantillons de roc ou des morceaux du terril, réaliser une vraie expérience dans un laboratoire, simuler ou modéliser avec MATLAB, faire des calculs, whatever. On essaye de mettre tout ça, des activités avec ou sans ordinateur, dans un flux qui, c'est pas très différent du blended learning. On essaye, c'est du blended plus, on essaye de plus intégrer les activités. Et l'ordinateur sert de workflow. Encore qu'on peut faire beaucoup de ces choses-là, aussi on peut les bricoler sans ordinateur. Ah, excusez-moi, là j'ai un petit problème, je viens de brancher la caméra qui est depuis la fenêtre de mon bureau. Attendez, je vais résoudre le problème. Ah, voilà, on continue. Troisième scénario, je voulais prendre aussi un scénario qu'on utilise dans l'enseignement primaire. Il est tout simple, il est très flexible. Plus les scénarios sont contraignants, moins on a de chance d'avoir les enseignants avec nous. Celui-là, il est très simple. On l'a fait avec une fondation qui s'appelle Juven, qui s'occupe de sensibiliser les enfants à l'énergie. On dit à chaque enfant, l'instit dit aux enfants, vous rentrez chez vous et vous notez le nombre d'ampoules à incandescence, le nombre de frigos, le nombre d'ordinateurs, le nombre de voitures, le nombre de patati patata, le nombre de lave-vaisselle, quel type de frigo vous avez, de surgélateur, tout ce qui brûle de l'énergie chez vous. Alors c'est très simple, les étudiants remplissent une fiche, ils arrivent à l'école, ils entrent les données, et c'est fou ce qu'on peut comme exploiter comme activité en classe sur une base aussi simple de collecter des données dans le monde qui nous entoure. Alors, il faut que je remette mes lunettes pour lire ce qui est écrit. Donc après, on a un bilan énergétique de cette classe. Alors cette classe-là, par exemple, qui est à Vevey, au bord du lac, elle consomme en une année autant d'électricité, vous le voyez ici en bas, que ce que produit une centrale hydraulique d'Aubonne, c'est une petite centrale locale, pendant 9 jours. Voilà, donc cette classe, à elle seule, avec les familles de cette classe, brûlent au total un certain nombre de mégajoules que vous voyez ici en haut. Ça ne veut rien dire pour les enfants. Par contre, on peut traduire ça en nombre de jours d'une centrale électrique, nombre de secondes d'une centrale nucléaire, nombre d'années que quelqu'un devrait pédaler sur un vélo pour produire la même quantité d'énergie, etc. Et plus intéressant encore, c'est qu'on peut comparer les classes. Alors Luçon, c'est un petit village. Et vous voyez que la classe de Luçon consomme beaucoup plus que la classe qui est en ville. Et ça, c'est très intéressant de lancer des activités en classe. Comment ça se fait, hein? Vous voyez que ici, on a traduit le nombre de joules en nombre d'années dans lequel un esclave devrait pédaler sur un vélo pour pouvoir produire la même électricité. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est comment ça se fait que ces petits villages consomment beaucoup plus que ça. Alors, les enfants, qu'est-ce qui se passe? Donc, en gros, ils sont dispersés, donc les parents conduisent les enfants à l'école, en voiture, première consommation, et surtout, ils ont des villas au lieu d'avoir des appartements, et les villas perdent beaucoup plus d'énergie. Voilà encore le type d'activité dans lequel on va mélanger des choses online, des choses à la maison, des choses en place, et intégrer tout ça dans une histoire qui est marrante. Là, quand vous essayez d'amener les enfants à réfléchir à combien ils consomment à la maison, et puis ils discutent avec leurs parents, et puis il se passe des tas de choses qui vont plus loin que disons, ce qu'on entend traditionnellement par e-learning. Souvent dans e-learning, on se dit, on va mettre des trucs online, on va faire des bases de données de matériel, on va mettre des textes online, on va faire des vidéos online, etc. Alors qu'ici, la vie, c'était plutôt des données. En fait, c'est ces données que les enfants ramènent à leur maison, elles n'ont pas d'intérêt scientifique.
C'est comme les définitions que mes étudiants ont mis online, ou les arguments qu'ils ont donnés dans le premier script, dans le premier scénario. Ces données n'ont pas d'autre valeur que de faire tourner des activités pédagogiques un peu excitantes, et pas de produire, si vous voulez. On a toujours dans le e-learning une vision un peu encyclopédique. On va mettre la connaissance online. Mais la connaissance, elle est online. Vous avez tout qui est sur Internet. On ne va pas dire à nos étudiants, allez lire Wikipédia et vous revenez dans 5 ans, vous serez ingénieur. Non, on doit créer des activités pour finir. Pour que ces activités, c'est ce genre de données vivantes qui apportent plus d'intérêt pédagogique que d'avoir des connaissances online. Et dernier point sur lequel que je veux développer avec vous, c'est, je vous ai dit au début, l'ordinateur disparaît un peu. Je vous ai dit il y a quelques minutes, dans ce scénario pédagogique, il y a des activités avec ordinateur, des activités sans ordinateur. Et en fait, le concept de qu'est-ce qui est avec ordinateur ou sans ordinateur, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui sans ordinateur, ça devient un peu délicat parce qu'il y a une variété. Bon, il y a une variété d'objets sur vous, hein, votre montre, votre téléphone mobile, votre voiture, etc. ont tous des ordinateurs embarqués, mais il y a une variété d'autres objets qu'on ne pense pas spécialement être des ordinateurs, mais qui le sont. Ici, en haut à gauche, ce tableau noir est un whiteboard, un écran tactile. En haut à droite, au Fraunhofer, ce mur est en fait cet ensemble de lampes transmettent des informations dans ces entreprises. En bas à gauche, en fait, ce pinceau a une caméra, et donc on prend une photo de la couleur qu'on veut peindre, puis on peint sur un écran, sur un touchscreen, et ça nous peint exactement dans le motif. Donc si vous prenez une photo de votre œil, vous peindrez des yeux. Si vous prenez une photo d'une fleur, vous peindrez des fleurs. Il y a un mélange progressif de technologies dont on ne penserait pas les appeler des ordinateurs au départ. Celui du milieu, c'est un bac à sable du Media Lab, dans lequel, voilà, pour des architectes paysagistes, pour concevoir des surfaces, ben, la meilleure façon, c'est d'avoir une surface, de la concevoir. C'est pas du virtuel, c'est du physique. De plus en plus, dans tout ce dont je vais parler aujourd'hui, il y a cette dimension plus physique. On a parlé pendant des années de campus virtuels, mais on n'est pas des animaux, on n'est pas virtuels, on est des animaux faits d'os et de viande. Certains d'entre nous, pas chrétiens, sont plus près de l'animal que d'autres, mais on est des animaux, on n'est pas des êtres virtuels, on aime toucher, on aime pousser. On a eu trop un peu l'idée du campus virtuel. Nous, ce qu'on essaie de faire, et l'évolution de l'informatique va dans ce sens, c'est de revenir à des choses qu'on peut toucher. Hein, de plus en plus, il y a des réseaux de capteurs, il y a l'intégration des technologies dans nos vêtements, dans nos chaussures, si vous avez le iPhone là, pour courir à pied, dans un tas d'objets physiques. Ici au milieu, donc c'est un bac à sable dans lequel on simule les formes d'un jardin, et puis une caméra 3D perçoit les reliefs de telle sorte qu'on peut simuler, en projetant dessus, en réalité augmentée, on peut simuler par exemple l'écoulement des eaux en cas de pluie. Le dernier, je ne sais pas si vous le voyez, c'est un peu obscur chez moi, c'est une tasse avec ses sensors qui vous dit si le café est trop chaud et qui recommande du café quand la tasse est vide. Quand on pense technologie de formation, encore une fois, on pense une boîte carrée un peu horrible. On ne pense pas à l'intégration des technologies dans des objets du quotidien, qui sont des tables, des chaises, des murs, des chaussures. Et là, il y a tout un monde qui s'ouvre. Vous allez me dire, mais ce n'est pas des technologies pour la formation, ça. Moi, j'ai parfois l'impression que les technologies rentrent dans les écoles à condition qu'on ne les appelle surtout pas technologies de formation. Quand je vois les instituts dans mon village, pour voler avec EasyJet, c'est online. Hein, il n'y a pas d'autre solution. Pour réserver un billet dans les festivals rock de la région, c'est online. Ils sont rendus en 2 heures. Si vous ne faites pas online, vous n'avez pas de billet. Pour commander votre cours, c'est online. Pour télécharger les photos de leurs vacances, c'est online. Donc on me dit que ces enseignants ne sont pas très à l'aise avec les technologies. C'est pas vrai. Ils ne peuvent pas survivre s'ils ne sont pas à l'aise. Le problème, c'est ces technologies qu'on appelle pédagogiques, ces technologies de l'enseignement. C'est celles-là qui sont dangereuses. Donc si on veut rentrer dans la classe, ce n'est pas une mauvaise idée de venir avec des choses qui ne ressemblent pas à de la pédagogie, qui ressemblent plutôt à des objets du quotidien. Alors je termine par 2 exemples de ça. Le premier, c'est une table. Voilà. Pourquoi? C'est quoi cette table? On sait dans les travaux sur la collaboration que si quelqu'un domine tout le monde, il
il apprend. Hein, parce qu'il va justifier, il va argumenter, donc il va citer ses propres connaissances, il va apprendre. Mais celui qui ne dit rien, qui ne participe pas, qui n'est pas engagé, il n'apprendra pas. Hein. C'est pas que parler beaucoup, c'est bien, c'est que être engagé, s'expliquer, verbaliser ses connaissances, c'est bien. Ne pas être engagé, ne pas participer à la décision amène des effets d'apprentissage faibles. Alors cette table, c'est un miroir de groupe. Elle montre un groupe qui parle combien. Donc il y a des microphones, et ici vous voyez que David, qui est là dans le coin, a parlé beaucoup, puisque la table commence à s'illuminer devant lui, et à un moment donné, il devient publiquement clair que David a beaucoup parlé. Alors je vous montre une petite démo de cette table. Voilà, alors là pour l'effet de la démo, on a affiché qui est en train de parler, mais là où ça marche bien, c'est quand on affiche qui a parlé combien depuis le début de la réunion. Depuis 40 minutes, on a beaucoup de surprises. C'est pas une table intelligente, elle n'analyse pas si vous dites des choses smart ou pas smart. Elle ne dit pas si c'est bien ou pas bien, elle dit simplement c'est comme un miroir. Il vous dit le matin comme vous êtes, et c'est à vous à décider si c'était une bonne idée de ne pas mettre de cravate aujourd'hui ou pas. Ici, il dit aux membres autour de la table combien ils ont parlé, et c'est à eux de se réguler, de se dire est-ce que c'est normal, peut-être que John est en train d'expliquer quelque chose, puis c'est normal, ou est-ce que c'est pas normal. Voilà, l'intégration, voilà du e-learning qui ne ressemble pas à du e-learning, c'est comme le Canada Dry. Hein, c'est l'intégration des technologies dans des objets un peu différents. Voici la version modèle, la version nouvelle d'ailleurs de cette table. Je ne sais pas si vous voyez l'image en bas à droite, mais ici au milieu vous avez un microphone array, c'est-à-dire que comme ma voix va toucher ce microphone 3000 secondes avant celui-là, il peut calculer la position de qui est en train de parler autour de cette table. Et mon dernier exemple concerne la formation professionnelle. Il est un peu plus sérieux que le précédent. Le précédent, vous devez paniquer un peu, vous devez vous dire on va quand même pas mettre des tables Las Vegas dans nos écoles. Celui-ci est un projet qui tourne vraiment dans les écoles et qui marche très bien. La Suisse a un système d'apprentissage dual, comme l'Allemagne ou l'Autriche. Hein. C'est-à-dire qu'à 16 ans, à peu près 2/3 des étudiants suisses quittent l'école secondaire pour entrer dans une formation professionnelle. Seulement 20 et quelques % des étudiants suisses finissent par leur baccalauréat ou maturité pour rentrer à l'université. Les 2/3 apprennent un job en Suisse. The real men, they learn a job à 16 ans, et seulement les losers vont à l'université. Et donc, on s'est intéressé à cette formation. Elle fonctionne comme ceci. Les étudiants vont 4 jours par semaine en entreprise et 1 jour à l'école. Alors on s'est intéressé à une formation qu'on appelle gestionnaire de logistique. Ça c'est le titre officiel. Donc ils travaillent dans des entrepôts, ils conduisent des clercs et ils bougent des caisses et des boîtes. On a été observer ces étudiants dans une dizaine d'entrepôts, chez Nestlé, chez Box, etc. On a rencontré leurs enseignants et on s'est rendu compte que ce n'était pas vrai. Les objectifs de l'école, comme quoi ils veulent former des gens qui peuvent raisonner sur la logistique, donc sur l'aménagement d'un entrepôt, ces objectifs ne correspondaient pas à ce que ces étudiants faisaient chez le patron. Chez le patron, c'est lui qui raisonne. L'apprenti, il a 17 ans, il bouge des boîtes. Le patron lui dit, tu mets cette caisse-là, tu mets cette caisse-là, tu mets celle-là, là. Voire pire, dans les entrepôts hyper automatisés comme chez Nestlé, c'est l'ordinateur qui leur dit, prenez cette boîte, mettez-la là. Donc, il n'y a aucun raisonnement logistique. Ces étudiants n'apprennent pas la logistique, ils bougent des boîtes, ce sont des main-d'œuvre pure. À l'école doit enseigner la logistique, bien sûr, mais l'école, pour eux, c'est l'endroit où ils vont se reposer. Hein. Ils sont contents parce que l'école commence plus tard que chez le patron, ils peuvent se reposer le lundi, et ils ont des cours de logistique, mais ça ressemble à des maths. Bon, ils en font, mais ils ne voient pas très bien le lien avec ce qui se passe dans leur école. Donc on a voulu dire comment on peut utiliser les technologies maintenant
pas pour faire du contenu. Mais on se dit, ok, ces gars ont de l'expérience, ils bossent dans un entrepôt, comment on peut exploiter cette expérience pour faire des activités en classe, mais des activités vivantes. Et on a développé cet environnement, dont il y a 2 versions. Voici la grande version, vous la voyez peut-être un peu mieux. C'est une table avec des étagères en bois. Sous ces étagères, il y a un petit tag visuel, un petit code visuel. C'est comme un code barre, si vous voulez, c'est simplement 2 dimensions, qui est reconnu par la caméra qui se trouve là au-dessus. De telle sorte que la caméra, quand vous construisez un entrepôt sur cette table, en positionnant vos étagères, et le système peut construire un modèle 3D de vos entrepôts, puisque connaît la position X, Y de chacune de ces étagères, et à un moment donné, il peut faire vivre cet entrepôt. C'est-à-dire qu'il peut afficher sur la table les clercs qui vont commencer à prendre des caisses, à bouger les caisses, etc. Je vais vous montrer une démo tout de suite. Le beamer qui se trouve là, pour vous monter la focale, on a un miroir là-haut, de telle sorte qu'on puisse couvrir l'ensemble de la surface de la table avec, en positionnant un beamer, pour montrer donc ce qui se passe. Donc l'idée c'est, je conçois un entrepôt, l'enseignant leur donne un exercice à faire. Aujourd'hui, on va voir les zones ABC par exemple. ABC, c'est quand vous avez des produits fréquents, moyennement fréquents et rares. Les produits fréquents doivent plutôt se trouver proches des quais de chargement-déchargement. Donc ils ont toutes sortes d'analyses. Aujourd'hui, on va stocker des produits frais, non frais. Enfin, ils ont toutes sortes d'exercices à faire. L'enseignant donne un exercice à faire et les étudiants prennent les étagères et essayent d'imaginer le meilleur entrepôt. Vous allez voir une démo tout de suite. Et si on a la version miniature, parce que cette table-là, elle est big, elle est belle, mais elle prend une demi-classe. Donc pour pouvoir aller plus loin avec ces écoles, on a fait une version plus petite. C'est le même système que vous allez voir, simplement les étagères font 7 cm de haut, et au lieu d'avoir tout ça, on a juste une petite lampe qui intègre la caméra et le beamer. Alors voilà, ceci ça se passe pour de vrai dans 2 écoles, une en Suisse romande et une en Suisse allemande, et la direction de cette association professionnelle pour la formation, pour la logistique voudrait en équiper toutes les écoles de Suisse. Toutes les écoles de logistique. Donc vous avez une classe avec ces 4 lampes. 1, 2, 3, 4. Voici à quoi elles ressemblent. Donc faites un entrepôt. Voici le quai d'arrivage des marchandises. Et puis je pose, vous le voyez, les étagères. Dès qu'elles sont reconnues, l'ordinateur calcule la distance entre les étagères. Quand c'est rouge, ça veut dire que le forklift, le clerc ne peut pas tourner, le transpalette. Quand c'est vert, ça veut dire qu'il arrive à tourner, à passer. Et donc il leur donne un exercice à faire. Ils travaillent par groupe de 3 ou 4. Puis ils doivent commander ça. Pour commander cette table, la simulation, ils ont des bouts de papier sur lesquels, plutôt que d'avoir des menus, ils ont des menus en papier. Alors voilà, attention, la simulation va commencer. On va voir sur la gauche le nombre de palettes, et voilà. La simulation démarre. Vous voyez les petits clercs qui viennent prendre dans les camions, viennent prendre des caisses et vont les mettre dans les étagères, puis les reprennent dans les étagères, les remettent dans les camions. Voilà une simulation accélérée dans laquelle ils peuvent gérer les stocks. À partir de quel moment faut-il recommander des fraises ou des prunes? Si on attend que le stock soit vide, c'est trop tard parce qu'il y a un délai de commande. Toute la gestion de stock est un des sujets difficiles à enseigner pour eux. Alors, il y a 2 idées dans cette simulation. Ça, c'est la deuxième idée, c'est qu'on interagit aussi avec du papier. On peut, puisque la caméra va reconnaître ces feuilles de papier, en reconnaissant les tags que vous avez là, on peut aller utiliser ces feuilles de papier comme un input pour la simulation. Voilà, je me rends compte que la vidéo va un peu trop vite. Peut-être que je pourrais revenir sur un tout petit bout du film, que vous n'avez pas bien eu le temps de voir comment fonctionne la simulation. Est-ce que vous voyez ceci? Ouais, non, c'est lui. Pas lui, c'est celui-là. Donc
Donc là, vous avez, je suis déjà passé, attendez un instant. Alors, Donc là, vous avez le principe de réalité augmentée. On conçoit un entrepôt et ce que fait cette lampe qui est au-dessus de la table, qui ressemble à une lampe de bureau, si vous voulez, c'est ajouter de l'information complémentaire, donc le nombre d'objets qui sont stockés dans les étagères, le remplissage du camion qui arrive, du camion qui part, et l'ensemble de ces informations. Quelle est la différence, quand je vous disais, il y a une évolution de l'informatique, quelle est la différence avec un entrepôt virtuel? On pourrait avoir la même simulation sur l'écran, et c'est cette notion d'informatique plus physique. Nos étudiants, là, ils manipulent physiquement ces étagères, ils sont là, ils tournent autour de la table, ils vont dire là tu passes pas, ils se penchent, ils se passent les étagères l'un l'autre. Ça s'appelle en informatique, ça s'appelle les tangibles. L'idée de ne pas manipuler. Si vous voulez, ces étagères, c'est des icônes, comme les icônes sur le desktop de votre ordinateur, simplement elles sont en 3D. Voilà. On va vers une informatique qui est plus physique. Et on est en train de comparer maintenant cette informatique-là avec l'informatique traditionnelle, et les résultats sont en faveur de celle-là. C'est-à-dire que l'interaction de 4 personnes autour de cette mini-table dans laquelle ils construisent l'entrepôt est beaucoup plus riche que sur un écran d'ordinateur. Vous avez vu qu'on commande la simulation avec cette feuille de papier. Pour votre information, la caméra reconnaît ces tags, donc elle sait de quelle feuille de papier elle a à faire. Il suffit à ce moment-là de détecter les points noirs pour savoir quels paramètres on a choisi. C'est comme un button list sur votre PC, simplement c'est du papier. Pourquoi? Parce que les enseignants apprécient beaucoup ça. Vraiment, ils sont avec nous. La plupart des idées viennent d'eux, c'est avec eux qu'on a conçu ça. Mais ils avaient du mal à gérer les menus. On avait fait un système de menus pour lancer la simulation, stopper la simulation. Ici, on a ces feuilles de papier dans lesquelles ils peuvent régler tous ces paramètres, comme si c'était des interfaces sur ordinateur. Mais ils peuvent faire bien plus que ça. Ils peuvent les annoter, ils peuvent les garder, faire 2 trous, les ranger dans un classeur pour l'année prochaine, quand on donnera le même cours une deuxième fois, annoter des petites choses en disant cette vitesse-là, ça marchait bien. Ils peuvent faire une copie pour leurs collègues, dire ah ben tiens, fais une photocopie, prends celle-là, tu vas voir, ça marche bien avec ça. Donc le papier a toute une richesse dans la vie de la classe, dans l'écosystème de notre classe. Le papier a une richesse que le monde virtuel, oui, on peut sauver des fichiers, les envoyer, etc. Mais le papier, c'est pas mal comme invention. Et utiliser le papier pour un peu créer une continuité, si vous voulez, on a nos scénarios avec toutes ces activités, utiliser le papier comme continuité entre ces activités, on les garde, on les prépare la veille, on prépare ses fiches, comme tout bon enseignant, on dit on va faire ça, là j'ai tout paramétré, j'arrive en classe, je pose sous la lampe est paramétrée, je note ce qui marche pas, je refais 2 trous, je les remets dans le classeur pour l'année prochaine, je retrouverai ça. Ça fait une espèce d'écosystème qui marche bien. C'est pas ce monde virtuel où je sais plus où j'avais stocké les choses, etc. Donc, c'est pas une invention géniale ici. Ce que je suis en train de dire, c'est plutôt le message derrière l'informatique virtuelle, propre, le système de connaissances versus quelque chose de plus humain avec, on bouge des objets, on tripatouille dans le sable, on met des sensors dans la forêt, on utilise des feuilles de papier. Une informatique qui est de retour dans l'écosystème de la classe, dans un monde plus physique. Voilà, si vous voulez, je résume comme ceci. On est passé du distance learning au blended learning dans les années 90, et maintenant on essaye de quelque chose d'un peu plus effervescent, dans lequel on va intégrer ça un peu plus loin. Et il y a une forte intégration, justement, de l'informatique dans tous ces objets. Le papier, les étagères parlent à l'ordinateur bim sur les étagères, le papier sert d'input, et patati patata. On a des conditions matérielles maintenant pour aller beaucoup plus loin dans l'intégration. Et mon dernier point, c'est celui-là, c'est qu'au milieu de ce modèle intégré, il y a le prof. Dans ce qu'on conçoit, le prof, il est au milieu. C'est lui qui fait, dans le scénario que j'ai présenté, le prof, il fait le débriefing, il discute, il reprend tout. Souvent, en technologie de formation, on a eu ce slogan, on veut que l'enseignant soit un facilitateur. On disait toujours, from a sage on the stage to a guide on the side. Il doit passer du rôle de sage sur la scène à un guide un peu sur le côté. C'est une erreur. L'enseignant, c'est lui qui a la passion, c'est lui qui va écrire cette équation au tableau.
et il va la trouver belle comme tout, tellement belle qu'à la fin, avec sa craie, il met un point comme ça souvent. Il va la trouver belle et les étudiants vont se dire, mais comment un professeur peut trouver qu'une équation c'est beau? Et ça, c'est irremplaçable. Le fait que l'enseignant soit là au milieu, ça ne veut pas dire pour donner des cours ex cathedra, ça veut dire pour orchestrer. Donc ces activités dont on parle, qui font un scénario, il y a quelqu'un il doit y avoir un chef d'orchestre. C'est un rôle assez difficile parce qu'il faut régler le timing, on a beaucoup de contraintes de temps dans les classes, il faut bien gérer ce timing, il reste que 10 minutes, mince, ça va sonner dans 10 minutes, j'ai plus le temps. Bien gérer les groupes, tout d'un coup il y a des groupes qui ne marchent plus ensemble, il faut les changer, etc. Il a vraiment le rôle de chef d'orchestre, mais il est la personne la plus importante. On a trop conçu des technologies qui mettaient un peu l'enseignant, on disait non, l'enseignant est important, il peut régler des paramètres dans notre système, mais il le mettait quand même un peu sur le bord. Il vaut mieux faire des technologies qui disent à l'enseignant, vous êtes le gars le plus important. Bien sûr, le but c'est que l'élève apprenne, pas vous, mais c'est vous la personne saillante dans la classe, et ça je crois qu'il faut changer notre discours dans le monde des technologies par rapport au rôle de l'enseignant. Voilà, c'était mon dernier point, et mes conclusions tiennent en une phrase. Quand vous lancez des projets, ne lancez pas des projets de e-learning, lancez des projets de formation. Le e-learning, ce n'est pas la question, ça vient naturellement. Ça ne peut pas être un but. C'est un projet où on a un problème, là on a un problème, ces logisticiens n'apprennent pas la logistique. Et puis, les technologies, elles doivent suivre, mais ça ne peut pas définir un projet. Voilà, je termine par une image de notre campus, avec le Future Learning Center qu'on est en train de construire ici au milieu de notre campus, et par remercier l'ensemble de ces personnes qui ont travaillé sur les différents gadgets que je vous ai présentés. Voilà, j'ai terminé.